Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bienvenue au regardateur. Donc je vais très brièvement essayer de vous expliquer la démarche qui a été la mienne quand j'ai voulu analyser la position européenne dans la question du conflit israélo-palestinien. J'ai choisi avant tout de me concentrer sur l'analyse du langage employé par les Européens pour parler des actes de violence commis dans le cadre du conflit israélo-palestinien entre 1993 et 2008. Une recherche assez longue que j'ai menée grâce à l'aide de certains collaborateurs à l'Université libre de Bruxelles et qui a impliqué le fait que je récolte toutes les positions qui avaient été prises dans le cadre de ce qu'on appelle la PESC, donc la politique européenne de sécurité commune de l'Union européenne, pour essayer de dégager les tendances principales qui caractérisent finalement la position de l'Union européenne par rapport au conflit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je dirais peut-être un petit peu par répétition de ce que j'avais déjà fait par rapport aux Balkans, où j'avais analysé le discours européen sur le démembrement de la fédération yougoslave, et je m'étais aperçue que grâce à l'analyse de discours, donc grâce à l'analyse pointue de ce que les acteurs disent, il était possible de mettre en évidence les enjeux politiques, les contradictions, les paradoxes, les tensions d'une politique particulière ou d'une décision particulière, et de comprendre finalement les logiques qui sous-tendent les actions entreprises par la diplomatie européenne dans certaines régions. Pourquoi je me suis posé la question de la violence? Eh bien ça, c'est pas tellement le conflit israélo-palestinien qui a été le déclic, c'est plutôt les suites de l'opération Iraqi Freedom en 2003. Qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Je ne vais pas vous le rappeler, évidemment vous le savez tous, c'est l'invasion de l'Irak par les forces coalisées sous la bannière étoilée, avec au départ une absence de base juridique, c'est-à-dire le Conseil de sécurité qui ne donne pas son feu vert, donc une opération illégale. Et puis, vous le savez, quelques semaines, quelques mois après le début de l'intervention, George Bush estime que l'opération est menée à son terme, mais face aux difficultés ressenties sur le terrain, décide quand même de se retourner vers les Nations Unies pour obtenir l'aide, en fait, des Nations Unies et d'autres pays pour stabiliser la situation en Irak. Et à partir de ce moment-là, on va voir dans les résolutions du Conseil de sécurité que tous les actes de violence qui sont commis en Irak contre les troupes armées, les armées étrangères, les troupes étrangères, ont tendance à être qualifiées d'actes terroristes. Et là, vous savez, j'ai quand même fait du droit international et je me suis dit, mais c'est quand même assez fou parce que, en fait, ces troupes-là, pour la plupart, sont là en violation de la légalité internationale. Certes, à un moment, le Conseil de sécurité va légaliser leur présence, mais qu'est-ce que ça veut dire que de considérer que toute violence commise à l'encontre de soldats étrangers est, par nature presque, un acte terroriste? Qu'est-ce que ça nous dit sur la situation internationale aujourd'hui, sur les rapports de force, sur le fonctionnement du système? Et puis en me penchant justement sur la politique européenne vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, je me suis dit qu'en fait le problème effectivement c'est la difficulté pour les Européens à imaginer un usage légitime de la violence, mais pas n'importe quelle violence. Et ce que j'aimerais vous exposer maintenant, c'est les différentes étapes de la démarche qui m'a conduit à montrer effectivement que contrairement à la prétention de l'Union européenne d'être une espèce de honest broker dans le conflit israélo-palestinien, de pratiquer l'équidistance, en fait, l'analyse du discours que j'ai opéré entre 1993 et 2008 montre un biais favorable plutôt à la politique israélienne et défavorable bien sûr aux positions palestiniennes. Alors, quelles sont les différentes étapes de la démarche? Alors, je suis désolée, en un quart d'heure, je vais devoir être extrêmement peu nuancée et un petit peu rapide, mais en gros, donc, il y a trois parties.
Une première partie donc, où j'ai simplement essayé d'identifier les termes utilisés par les Européens pour parler de la violence dans le conflit israélo-palestinien. Dans une deuxième partie, j'ai essayé de comprendre la cohérence, ou plutôt les raisons d'être de cette qualification par rapport au droit international et aux principes politiques que les Européens considèrent comme devant encadrer la résolution du conflit israélo-palestinien, ce qui va permettre de mettre en évidence justement quelques paradoxes et tensions inhérents aux qualifications de la violence opérée par les Européens. Et dans une troisième partie, je tenterai de donner des explications sur cet état de fait, mais encore une fois, ce sera un petit peu rapide. Alors j'en viens rapidement à mon premier point, donc les qualifications, les termes employés. En fait, il y a une expression qui revient de manière récurrente dans la bouche des ministres d'Affaires étrangères européens, c'est la question de l'usage excessif et disproportionné de la force. Alors, dans quel contexte est-ce que les Européens utilisent cette expression, usage excessif et disproportionné? Eh bien, on se rend compte, en fait, que c'est essentiellement pour qualifier la violence employée par l'État d'Israël à l'encontre des populations palestiniennes. Ça recouvre quoi? Essentiellement une critique des actes de représailles, des peines collectives, des incursions militaires dans les territoires occupés ou des exécutions extrajudiciaires. Donc ça, généralement, les Européens vont qualifier d'usage excessif et disproportionné de la force. Qu'est-ce qu'on peut en retirer rapidement? Eh bien, que la critique porte évidemment sur les modalités de l'usage de la force, mais pas sur son principe même. On n'est pas critique sur le fait même d'employer la force contre des populations civiles, on est critique sur le fait qu'on l'emploie mal, on l'emploie de manière excessive ou disproportionnée. Et surtout, même quand on critique cet usage disproportionné, on fait toujours très très attention dans le discours européen à justifier quand même l'usage de la force pour la protection de la sécurité de la population israélienne et la lutte contre le terrorisme. Donc on trouve régulièrement donc, des justifications liées à l'emploi de la force par Israël. Alors il y a une deuxième catégorie d'actes qu'on va simplement qualifier de violence, de manière générique et peu claire. Et là, on a souvent des résolutions qui vont condamner par principe l'usage de la violence et par tous les protagonistes. Là, on vise tout le monde, palestiniens, israéliens, mais en réalité, quand on regarde un petit peu le contexte, c'est essentiellement les violences intra-palestiniennes qui sont pointées du doigt. Donc le fait que les forces palestiniennes répriment soit d'autres groupes palestiniens, soit la population palestinienne. Mais bien sûr, cette critique ne porte pas du tout sur la répression exercée par les forces palestiniennes, considérées comme légitimes, à l'encontre des groupes terroristes. Au contraire, puisque vous le savez, l'Union européenne a soutenu le développement de forces palestiniennes pour lutter justement contre le terrorisme. Troisième type de qualification, c'est évidemment les actes terroristes, c'est-à-dire l'usage de la violence dans le but d'intimider, de faire peur contre des populations civiles. Alors, les seuls actes qui sont qualifiés de terroristes sont ceux qui sont commis par les Palestiniens à l'encontre des populations israéliennes. Donc, et là, on sent qu'ils sont critiqués sur un registre beaucoup plus passionnel que le registre employé pour critiquer l'usage de la force par Israël. On trouve des expressions comme voilà, l'Union européenne se dit profondément indignée, consternée, elle exprime sa révulsion devant les actes qui constituent des insultes à la conscience de l'humanité. Ce sont des expressions qui ne sont jamais utilisées quand on critique la violence telle qu'elle est utilisée par l'État d'Israël. Ce qu'on constate aussi, en tout cas, c'est que l'Union européenne a tendance à passer sous silence les actes de violence commis par la population civile israélienne, par les colons, à l'encontre des populations civiles palestiniennes, y compris les homicides. Certes, elle va déplorer et critiquer, par exemple, le massacre à Hébron en 1994, mais elle ne va jamais qualifier de terroriste de tels actes. Elle va critiquer, mais pas qualifier de terroriste.